Mal dormi? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et liste des revendeurs participants sur tempur.com. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En cette veille de week-end, Franck Ferrand nous propose une escapade à Fontainebleau qui est aussi une promenade à travers les siècles. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On ne dira jamais assez quel plaisir c'est de découvrir le château de Fontainebleau ou de le redécouvrir. On l'a déjà dit un certain nombre de fois à ce micro, mais ce n'est pas trop d'y revenir. Vous allez voir qu'on va aujourd'hui entrer dans le détail. En ce moment, on peut aussi visiter là-bas une exposition sur les liens entre le roi François Ier et l'artiste Rosso Fiorentino. Ça s'intitule tout simplement Le roi et l'artiste. Le président du château de Fontainebleau est avec nous dans ce studio. Et oui, Jean-François Hébert, qui est en effet président de l'établissement public de Fontainebleau, qui a été fondé il y a 4 ans maintenant. Et l'a rejoint le directeur du musée Carnavalet, Thierry Sarment. Ensemble, ils ont écrit pour Talendier la chronique de ce palais à la campagne. Fontainebleau, 1000 ans d'histoire de France. 1000 ans, avouez que ça commence à compter. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors c'est la devinette du vendredi. Voici une série de grands événements. La réception de Charles Quint par François Ier en 1539, l'Assemblée des notables de 1560 qui a eu lieu au lendemain de cette espèce de tumulte d'Amboise, vous savez, cette répression sanglante, le crime de sang perpétré par la reine Christine de Suède en 1657, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le mariage de Louis XV, le divorce de Joséphine, les adieux de Napoléon à la vieille garde. Tous ces chapitres d'histoire, entre autres, ont un point commun, et en l'occurrence, c'est qu'ils ont eu pour cadre un des châteaux les plus grands, un des châteaux les plus beaux, un des châteaux les plus méconnus de France, celui de Fontainebleau. Si vous connaissez Fontainebleau, vous avez pu goûter le charme de cet immense palais à la fois grandiose et tranquille, installé à la campagne, si l'on peut dire, en bordure d'un gros bourg, non loin de l'épaisse et giboyeuse forêt où affleurent les fameux rochers de Fontainebleau. Ça, c'est pour les amateurs d'escalade. On peut dire que la grille du château avec ses aigles paraît donner raison aux hôtels, aux restaurants, à l'imagerie locale qui ne parle que de Napoléon. L'empereur, en vérité, n'a pas vécu longtemps ici, bien moins longtemps en tout cas que les rois, ses devanciers. Mais on peut dire que néanmoins il a imprégné les lieux, au point que de nos jours, pour les milliers de touristes accourus des 4 coins du monde, Fontainebleau soit encore synonyme d'épopée impériale. Du château de Fontainebleau, Napoléon disait, c'est la phrase que je donnais tout à l'heure à Patrick Roger, qu'il était le palais des rois, la maison des siècles, et le fait est que tous les souverains y ont laissé leur marque, de François Ier à Louis XV, qui a considérablement agrandi le château. D'Henri IV, on va y venir, à Napoléon III bien sûr. Vous y passez quasiment sans transition des splendeurs renaissance de la galerie du Primatitch aux somptueuses boiseries Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et même Louis XVI des cabinets royaux, des raffinements empires de l'appartement du pape récemment restauré aux fantaisies exotiques du musée chinois issues en partie du palais d'été. Fascinante variété de styles et d'inspiration et qui pourtant ne résume pas Fontainebleau. L'esprit de ces lieux, voyez-vous, il est ailleurs. Il est dans l'accent automnal des chasses qui ont fait des années durant leur principal attrait. On peut dire encore que les environs résonnent des sons des trompes et des meutes. Il est dans la rusticité relative du parc et de ses ornements qui sentent bon leur maison de campagne et davantage que Versailles ou Compiègne. Il est dans la présence du cheval aujourd'hui encore et du jeu de paume et d'un certain un grand genre introuvable ailleurs. Voici ce qu'écrivait le grand Flaubert à propos de Fontainebleau. J'ai trouvé ces lignes dans l'ouvrage de Jean-François Hébert et de Thierry Sarment. Les résidences royales ont en elles une mélancolie particulière qui tient sans doute à leur dimension trop considérable pour le petit nombre de leurs hôtes, au silence qu'on est surpris d'y trouver après tant de fanfares, à leur luxe immobile, prouvant par sa vieillesse la fugacité des dynasties, l'éternelle misère de tout,
Et cette exhalaison des siècles, engourdissante et funèbre comme un parfum de momie, se fait sentir même aux têtes naïves. Un extrait sur Europe 1 d'Anacron de Jean-Philippe Rameau. À tout de suite pour une plongée au cœur de l'histoire de Fontainebleau aujourd'hui. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, le président du château de Fontainebleau, Jean-François Hébert, le directeur du musée Carnavalet, Thierry Sarment. Ils sont les co-auteurs du livre Fontainebleau, 1000 ans d'histoire de France, disponible chez Talendier. Franck. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus nous parler de Fontainebleau. La dernière fois, c'était moi qui m'étais déplacé. On refera d'ailleurs des émissions là-bas sur place. Jean-François Hébert, on peut dire que vous êtes à la barre d'un immense paquebot. Hein. C'est gigantesque Fontainebleau, 45 000 mètres carrés avec 2 hectares de toiture, 1530 pièces. Vous vous y retrouvez dans cette immensité ? On s'y retrouve jamais complètement, évidemment, et personne ne peut prétendre avoir visité toutes ces pièces, mais en même temps, à force, on finit par trouver son chemin dans ce magnifique endroit. Et c'est un endroit qui est à la croisée de tous les chemins historiques aussi. C'est ça qui est assez extraordinaire, Thierry Sarment. Il n'y a pas de François Ier à Napoléon III, il n'y a quasiment pas d'éclipse de Fontainebleau. Hein. C'est un peu la maison de campagne des rois. La seule éclipse, ce serait à l'époque de la Révolution. La Révolution, bien voilà, sûr, oui. Où on a songé à transformer le château en lotissement, mais sans que Vous le racontez d'ailleurs, ce soit mis à exécution. Alors, cette maison servait d'abord à la chasse. Il faut expliquer qu'on est en bordure d'une des plus grandes et plus giboyeuses forêts d'Île-de-France. Le château est en fait enfoui dans la forêt, un peu comme le château de La Belle et la Bête. Mm-hmm. Et il est enfoui au milieu d'une forêt qui fait à peu près 17 000 hectares. Quand vous dites nous sommes au présent, mais on est au XVIe siècle. Mais il a toujours été. Oui, voilà, la forêt, elle est immémoriale. On n'arrive pas à lui donner un commencement. Et le château lui-même, d'ailleurs, on pense qu'il est construit vers le XIIe siècle, mais il est peut-être antérieur. Donc c'est vraiment, à la base, un château de chasse, et ça le reste jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et l'on fait des séjours à Fontainebleau. On parle du voyage de Fontainebleau d'ailleurs, parce que ça n'est quand même pas tout près de Paris. C'est toute l'ambiguïté de cette demeure, de n'être ni très éloigné, ni très proche. Contrairement à Versailles, où l'on peut aller et revenir en carrosse dans la journée, parfois même 2 fois par jour. C'est pas possible avec Fontainebleau. Non, c'est pas possible, mais en même temps, c'est son attrait, c'est son avantage. On observe dans toute l'histoire du château que l'éloignement de Paris, le fait que, en effet, il y a une ceinture forestière autour du château, a fait que les souverains ont apprécié le lieu à cause de l'air pur de Fontainebleau. Parce que quand la ville était dévastée par des épidémies, ça a été le cas par exemple au moment de la peste noire au XIVe siècle, la cour trouvait refuge au château de Fontainebleau et était préservée de ces épidémies par finalement cette ceinture forestière. L'air était pur et ça a été, on a retrouvé cet attrait à différents moments. Louis XIV par exemple en 1661 est présent 9 mois à Fontainebleau, ce qui est considérable. En plus pour une année tout à fait charnière de son règne. Hein. Absolument, c'est une année tout à fait cruciale et c'est le moment où il a son premier fils, donc c'est un moment tout à fait considérable. Et on a d'autres moments comme ça tout à fait importants dans l'histoire du château. On sent que la cour privilégie ce château précisément pour échapper aux infections qui dévastent le pays. Et pourtant, le château n'était pas très facile à habiter. On a un certain nombre... Alors moi, je pense notamment à la correspondance de Madame de Pompadour. Évidemment, Madame de Pompadour n'aimait pas Fontainebleau. C'est ainsi, elle disait que le château était impossible, qu'il était mal fichu, etc. C'est vrai qu'il était d'abord constamment en travaux, comme toutes ces grandes demeures royales, Thierry Sarment. Fontainebleau est un château qui est fait de pièces et de morceaux. C'est ce qui fait son charme, très disparate. C'est un grand patchwork, en fait, de tous les styles. Il n'est destiné à être habité qu'une partie de l'année. Et donc, quand la cour de France s'y transportait, il y avait évidemment un entassement qu'on a peine à imaginer d'après notre conception du confort. Alors le château est très ancien, il faut dire que les rois y vivaient dès le Moyen-Âge. Alors pas ce château-là, enfin on venait à Fontainebleau dès le Moyen-Âge. On pense évidemment à Philippe le Bel, qui est né à Fontainebleau, mort à Fontainebleau. Philippe le Bel est né et mort à Fontainebleau et
quand il y a résidé, le château avait déjà au moins 2 siècles d'ancienneté. Alors, il faut imaginer un endroit très différent de celui que nous connaissons, puisque c'est un donjon rectangulaire dans le goût des donjons de l'époque romane, comme on peut en voir à Loches, par exemple. Et puis autour, une enceinte dont la cour ovale actuelle garde le tracé, une enceinte très grossièrement circulaire, avec des tours rondes engagées dans la muraille et régulièrement disposées. Celui qui va donner au château son allure moderne, le premier qui s'y installe pour la plaisance, c'est François Ier, en vérité. C'est le grand homme des lieux. Il est le fondateur du château tel que nous le connaissons. Fontainebleau, c'est un château qui plonge ses racines très loin dans le Moyen-Âge, comme on l'a dit. C'est un château très ancien, probablement un des plus anciens. Il faut avoir en tête un peu la chronologie. Fontainebleau naît 50 ans avant le Louvre, 500 ans avant Versailles. Mais c'est vrai qu'il y a des moments clés dans son histoire et incontestablement, François Ier est le personnage qui va donner à ce château sa silhouette actuelle. Il faut se rappeler que le roi a subi une défaite à Pavie. Il a ensuite été emprisonné à Madrid. Et il est obligé, pour revenir en grâce finalement, de donner des gages. Et il donne des gages à la ville de Paris en disant, écoutez, je prends l'engagement de séjourner dans ma belle ville, de bonne ville de Paris et alentour. On a raconté Pavie ici même il y a quelque temps. On a vu à quel point le royaume à ce moment-là était au bord du gouffre. Il avait fallu récupérer une énorme rançon pour permettre au roi de rentrer d'Espagne. Il avait quand même échangé sa présence là-bas avec celle de ses 2 fils aînés. Et évidemment, il fallait rassurer le pays et rassurer Paris. Donc le roi dit, je m'installe à Paris. Mais dans les faits, il vient vivre le plus souvent possible à Fontainebleau. C'est-à-dire pas trop loin de Paris, mais néanmoins quand même au bon air. Oui, et il le fait en 2 étapes. C'est-à-dire que d'abord, il se dit, bon, c'est une résidence de chasse, comme on l'a dit. Je vais transformer ce château pour le rendre plus agréable. Et d'ailleurs, il s'installe dans un couvent voisin qui avait été créé par Saint-Louis. On n'a pas cité Saint-Louis tout à l'heure, mais il est un personnage important du château. Il s'installe là, il fait des travaux pendant 2-3 ans. Et puis, au fond, on voit que le roi se prend au jeu. Le roi tombe amoureux de Fontainebleau. Et le roi décide de faire de Fontainebleau ce qu'on a dit à l'époque la Nouvelle Rome. Et c'est exactement l'impression qu'on aura au XVIe siècle lorsqu'on découvrira l'immensité du chantier de Fontainebleau. Franck Ferrand sur Europe 1. Et nous partons cet après-midi à la découverte du château de Fontainebleau. Ce qui en ce moment, je le rappelle, une exposition qui s'intitule Le roi et l'artiste, une exposition sur les liens entre le roi François Ier et le peintre Rosso Fiorentino. Et oui, justement, on est au cœur de ce dont nous parlions, ce grand chantier de François Ier. C'est une exposition pleine de joie, pleine de couleurs. C'est très vivant ce que vous nous proposez là. Oui, Jean-François Hébert. C'est très vivant parce que ça permet de mettre en scène un des artistes que François Ier a convié à Fontainebleau pour en faire la Nouvelle Rome dont nous parlions, Rosso Fiorentino, et son grand œuvre, c'est la Galerie François Ier qui subsiste aujourd'hui. Donc l'exposition, elle permet de revoir la Galerie François Ier. Extraordinaire. On parle toujours de la Grande Galerie de Versailles, la prétendue Galerie des Glaces, et on oublie cette fabuleuse galerie de Fontainebleau. Cette fabuleuse galerie qui a un charme fou, avec ses stucs, avec ses fresques, avec ses lambris qui sont tout à fait une création unique, le maniérisme italien. Le monogramme du roi, évidemment. La salamandre. Et la salamandre. Et donc le propos de l'exposition, c'est de montrer les rapports entre François Ier et cet artiste-là, avec cette galerie, et de montrer la postérité finalement de cette galerie. Dans la galerie de François Ier, on a créé un modèle, on a créé un système ornemental effectivement très, très, très ludique, très, très, très riche en imagination, en sensualité, qui s'est ensuite diffusé dans toute l'Europe. Est-ce qu'il y avait un plan préétabli, ce qu'on appelle un grand dessin chez François Ier à Fontainebleau, ou est-ce que les choses se sont faites peu à peu, Thierry Sarment ? Pas du tout. On distingue en fait deux grands moments. Il y a un premier moment où il y a la construction de la galerie, la porte dorée, je dirais des travaux qui sont encore de la première Renaissance, qui est peut-être la première Renaissance. On est un peu dans la filiation du château de Blois. Et puis vers la fin du règne, cette fois-ci, l'héritage de la Renaissance italienne est mieux digéré et on arrive à une architecture plus savante. Ce sont les travaux qui vont être poursuivis sous Henri II et Charles IX. Il faut dire que le roi, à ce moment-là, très infirme, voyage de moins en moins et qu'il a tendance à vouloir se fixer à Fontainebleau. C'est l'époque... Et Fontainebleau devient vraiment une de ses résidences favorites. Il y a quelque chose de très italien, évidemment, dans cette demeure. C'est ce que voulait François Ier. Il avait été très impressionné par tout ce qu'il avait découvert en Italie.
d'Italie. Il était fasciné par l'Italie, amoureux de l'Italie. On pense par exemple à toutes ces sculptures dont il voulait orner le château. Il espérait pouvoir en recevoir en cadeau. Il en a d'ailleurs reçu en cadeau diplomatique. Il espérait pouvoir en acheter, mais le marché n'était pas forcément très ouvert. Et il a envoyé Primatis en 1540 faire des moulages des grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Et aujourd'hui encore, au château de Fontainebleau, on peut admirer ces statues qui ont été fondues par le Primatis à Fontainebleau. Ces artistes italiens ont donné à Fontainebleau à jamais, on peut dire, un certain cachet, que même les artistes, ça c'est très intéressant, ça mériterait une émission à part entière, mais que même les artistes français plus tard, les grands décorateurs, notamment des règnes de Louis XV, de Napoléon Ier, vont respecter. Il y aura toujours cette tonalité un peu italienne à Fontainebleau. Et je signale à ce propos le très beau, le superbe ouvrage de Xavier Salmon, qui est de chez vous, là-bas, évidemment, et qui s'appelle Fontainebleau, le temps des Italiens, où l'on parle évidemment de Rosso Fiorentino, mais aussi du Primatis, de Cellini, Benvenuto Cellini, etc. C'est édité chez Snoek. Alors, je ne sais pas si on dit Snoek ou Snook. Snook. Ouais. Bon. Alors, cette période très, très faste, on pourrait penser qu'après le règne de François Ier, tout allait retomber. Et non, en vérité. Les successeurs de François Ier agrandissent, magnifient, complètent l'œuvre. Sous Henri IV, ça prend une très grande importance. Sous Louis XIII également, Fontainebleau ne connaît pas d'éclipse. C'est ce que nous disions au début. Les derniers Valois, comme François Ier et puis les Bourbons aussi, sont de même de grands chasseurs. Mais voilà, c'est ça. Et donc ils sont attirés vers le château pour des raisons identiques à celles qui ont fait le succès de la demeure. Et c'est sous le règne d'Henri IV que l'on voit le paysage se dessiner autour de la demeure elle-même. Henri IV a connu le château quand il n'était que roi de Navarre. Il l'a connu dès son adolescence, et une fois les guerres civiles terminées, il entame une très grande campagne de travaux notamment le percement du Grand Canal qui fait plus d'1 kilomètre, une grande campagne de travaux qui maintenant a donné sa silhouette à peu près définitive au château. Alors dans le livre, vous racontez comment est né le voyage de Fontainebleau. Il faut qu'on explique en un mot ce que c'est que ce voyage de Fontainebleau sous le règne de Louis XIV, Jean-François Hébert. Oui, parce que en fait, Louis XIV travaille beaucoup à Versailles, et à un moment donné, la cour se stabilise à Versailles. On n'est plus avec une cour itinérante qui va de château en château. Elle se sédentarise. Et du coup, ça donne on aurait pu imaginer que c'était la mort de Fontainebleau, mais pas du tout. D'abord, Louis XIV aimait beaucoup Fontainebleau, et on crée cette notion de voyage, c'est-à-dire que on est installé à Versailles, mais à un moment donné, on part pour Fontainebleau, et c'est un voyage qui va durer 5-6 semaines, qui est quand même assez important. Et pendant ce temps-là, on en profite pour nettoyer à Versailles, pour faire les rénovations annuelles, etc. Exactement, on nettoie, on repeint, on redécore, on fait tous les travaux que le roi a souhaité faire très vite en son absence. Et du coup, Fontainebleau est un lieu un peu de délassement. Mais oui, c'est la résidence de vacances de la cour, en quelque sorte. Oui, c'est la résidence de vacances, en ce sens. Il y a quand même une étiquette, et le roi n'a pas manqué de la rappeler, mais c'est une étiquette un peu allégée, et on sent très bien dans les mémoires des courtisans qu'ils sont heureux à Fontainebleau. Alors sous Louis XIV va avoir lieu à Versailles un événement à Fontainebleau un événement assez extraordinaire. C'est un véritable crime de sang sous les yeux de la reine Christine de Suède. Nous y venons dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit qui nous relate maintenant sur Europe 1 le crime de Christine de Suède, Franck. Et oui, on est au milieu du XVIIe siècle. La fameuse reine de Suède, Christine, vous savez, après avoir renoncé au trône, elle a fait 2 abdications, mais la deuxième était la bonne. On va la voir errer sans but véritable à travers l'Europe. Son premier acte de femme redevenue libre, en quelque sorte, libre de ses mouvements, ça a été de s'enfuir en costume d'homme et les cheveux rasés, précise un chroniqueur, à travers le Danemark. Et puis, on l'a vu en Hollande, on l'a vu dans les Pays-Bas espagnols, au Danemark, en Italie. C'est en Italie, c'est à Pesaro, qu'elle va faire la connaissance de 2 mauvais conseillers, si je puis dire. Ils vont devenir un peu ces mauvais génies, le comte Santinelli et le marquis Monaldeschi. C'est ce marquis Monaldeschi qui nous intéresse aujourd'hui. Christine va bientôt faire 2 voyages en France, au grand embarras de la régente Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin d'ailleurs. Et c'est lors du 2e voyage que la couronne l'installe à Fontainebleau. On se dit que Fontainebleau c'est pratique parce que justement elle n'est pas trop loin de la capitale, et en même temps on peut garder un œil sur elle. C'est alors qu'elle apprend le double jeu du fameux Monaldeschi auprès d'elle, et qu'elle se met à le considérer comme un traître. Et qu'est-ce qu'on fait des traîtres ? Évidemment, on les punit.
Monaldeschi a eu une attitude, c'est un véritable faussaire, ce personnage est un escroc incontestablement, et il a simulé l'écriture de Santinelli dans des lettres où il était extrêmement injurieux à l'égard de la reine, et il faisait un certain nombre de révélations assez compromettantes à propos des projets politiques que formait Catherine de Suède. Vous savez qu'elle avait notamment de grandes ambitions en Italie. Je ne veux pas entrer dans cet aspect politique de la chose. Toujours est-il qu'il avait trahi, et qu'il avait doublement trahi, puisqu'il voulait faire croire que celui qui avait lâché le morceau était son grand concurrent, son rival en quelque sorte, celui qu'il ne supportait plus, le fameux Santinelli. Alors la reine fait appeler Monaldeschi, elle l'interroge. Quel châtiment mérite selon vous un semblable forfait? Elle feint de croire que c'est bien Santinelli qui a écrit, qui est coupable de la fuite. Monaldeschi, qui se dit c'est bon, mon plan marche parfaitement, il annonce que, à son avis, devant un semblable forfait, il n'y a pas à hésiter, il faut donner la mort. Très bien, dit la reine, n'oubliez pas cette parole, je vous promets de ne pas lui pardonner. Et le 6 novembre 1657, à 9h du soir, elle envoie un valet de pied chercher le père Lebel. Le père Lebel, c'est le prieur du couvent des Mathurins à Fontainebleau. Alors, le religieux arrive presque aussitôt. C'est la reine de Suède qui le demande, enfin l'ancienne reine de Suède. Il entre dans la chambre de la reine et aussitôt elle lui demande si le secret de la confession est bien observé par le clergé de France. Le père Lebel dit oui, majesté, bien entendu, je suis une tombe, vous savez, je serai, quoi que vous puissiez me dire, je serai aveugle et muet. Et alors elle l'entraîne un peu à l'écart et elle lui confie une liasse de papiers en lui recommandant de les conserver bien précieusement jusqu'à ce qu'elle les lui réclame. Le samedi suivant est le 10 novembre 1657. Alors ceux qui connaissent l'histoire se disent que ça sent le roussi parce qu'on arrive au jour de la punition. Le père Lebel est à nouveau mandé par Christine et elle la reçoit dans cette magnifique galerie de Fontainebleau qu'on appelle la galerie des Serres, où figurent représentées à fresque un certain nombre des grandes résidences royales. C'est un endroit à la fois austère et somptueux qui à l'époque était relativement neuf du reste. Le religieux a avec lui les papiers qu'elle lui a confiés, bien entendu. Il imagine bien qu'elle va vouloir les récupérer. Ce que fait la reine. Et la reine, qui a donc récupéré un certain nombre de preuves contre Monaldeschi, se tourne vers celui qui est son grand écuyer, c'est le titre qu'il avait, et qui évidemment aussitôt devient livide. Oh, ce n'est pas un grand courageux, Monaldeschi. Aussitôt il tombe à genoux, il bafouille, il est terrifié, il est au pied de la souveraine, il avoue son forfait et il implore la clémence de Christine, évidemment. Aussitôt elle lui ordonne de se relever, et puis elle fait signe au père Lebel d'approcher. Mon père, lui dit-elle, vous êtes le témoin que je donne à ce traître, à ce perfide, tout le temps qu'il veut pour se justifier s'il le peut. C'est le procès, en quelque sorte, un peu expéditif tout de même. Je me retire et vous laisse cet homme, disposez-le à la mort et ayez soin de son âme. Vous imaginez la tête du pauvre prêtre qui a comme mission maintenant de devoir confesser cet homme qu'on va mettre à mort. Et alors effectivement, il y a trois sbires qui sont là, qui sont des spadassins, si je puis dire, qui ont déjà l'épée nue et qui s'apprêtent à venger la traîtrise. Parmi eux, évidemment, l'impitoyable Santinelli. Un nouvel extrait d'Anacréon de Rameau sur Europe 1. Évidemment, Jean-François Hébert et Thierry Sarment racontent cette histoire dans leur ouvrage Fontainebleau, 1000 ans d'histoire de France, chez Talandier. Ils ont intitulé le chapitre 1657, une Amazone suédoise dans la galerie des Serres. Alors, le pauvre père Lebel s'en va voir la reine qui s'est retirée dans ses appartements et il la supplie de faire preuve d'un peu de clémence. Il l'implore d'accorder la grâce du criminel, de ce traître qui, certes, ne mérite pas beaucoup d'égards, mais ne mérite peut-être pas de mourir comme ça, sans procès, de cette façon.
Évidemment, la reine ne veut rien savoir et elle envoie l'ordre d'exécuter le traître. Le marquis Monaldeschi fut rapidement entouré, racontent nos deux auteurs, désarmé, ne portant pour sa défense qu'une méchante cotte de maille. Ah oui, parce qu'au départ, dans un premier temps, ils ont quand même essayé de lui transpercer le corps, mais il était bien armé. Il devait un peu se méfier tout de même. Il reçut du côté droit un coup dans l'estomac qu'il tenta de parer de la main droite, dont 3 doigts furent sectionnés. Furieux de constater que Monaldeschi était garni, le spadassin frappa une seconde fois en plein visage, le malheureux tomba à genoux puis à plat ventre et le second garde le frappa alors sur le haut de la tête, emportant une partie du crâne. Mais ça n'est pas tout, et néanmoins le pauvre Monaldeschi trouve encore la force d'aller réclamer l'extrême onction, et il va mettre de longues minutes et même un temps particulièrement long. En tout, la scène dure 4 heures quand même, donc c'est du véritable grand guignol. On se croirait dans ces espèces de tragédies sanglantes de Shakespeare, vous savez, un peu plus tôt. Ce crime commis dans une maison royale, disent nos auteurs, déplut beaucoup à la cour qui cherchait à discipliner les mœurs d'une noblesse encore trop souvent nourrie des souvenirs des guerres de religion et de la Fronde. Anne d'Autriche et Mazarin furent d'autant plus choqués qu'ils avaient fort peu fait couler le sang pendant les troubles civils. Et oui, comme eux-mêmes s'étaient révélés peu sanguinaires, ils pouvaient se permettre d'être regardants avec les hôtes de la France. Il y a aussi cette scène assez amusante et que racontent Jean-François Hébert et Thierry Sarment, c'est la scène où le roi Louis XIV est obligé de venir néanmoins rendre visite à l'ancienne reine de Suède. C'est une visite protocolaire. Il ne s'attarde pas, Louis XIV. La reine lui propose de passer la nuit à Fontainebleau. Non, il rentre prudemment à Paris. Il n'est pas question pour lui de s'attarder auprès de cette femme qui, dans toute l'Europe bientôt, va se faire la réputation d'une véritable criminelle. Elle ne partit qu'au début du carême pour s'en retourner à Rome, où l'attendait un exil doré qui dura une 30aine d'années. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, la reine Christine de Suède bénéficie de ce privilège un peu extraordinaire d'être la seule femme enterrée dans la terre du Saint-Siège. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui au château de Fontainebleau. C'est tout un entraînement pour dire Écoutez, c'est un exercice de diction. Je crois que c'était évidemment compliqué. Les réactions arrivent nombreuses. Ah oui, on a énormément de réactions. Un magnifique château préservé des foudres de la Révolution. Peut-être pas tant que ça, on va voir ça dans un instant. Est tellement riche d'histoire, nous dit Benjamin. Emmanuel dit une magnifique demeure où, contrairement à Versailles, on a l'impression d'entrer dans l'intimité des souverains. Décidément, on compare beaucoup Fontainebleau à Versailles. C'est une question d'échelle aussi et peut-être d'histoire. Je l'ai visité hier pour la première fois, nous dit Firmin. Magnifique château et jardin, haut lieu de l'histoire de France. Ça risque de ne pas plaire à Franck Ferrand, mais esthétiquement, j'ai préféré ça à Versailles, nous dit Firmin. Et alors, question de Frédéric, et la bibliothèque de Fontainebleau et les magnifiques reliures à l'Agreca, pourquoi n'en avez-vous pas parlé ? On va en parler tout de suite, Jean-François Hébert. Oui, on a effectivement, alors il faut, en termes de bibliothèque, on peut rappeler que François Ier avait installé à Fontainebleau la bibliothèque royale, qui a été nourrie ensuite de ce qui provenait de Blois, ça c'est très important. Et puis il y a une importante bibliothèque qui a été déposée au château de Fontainebleau aujourd'hui et qui est dans la galerie de Diane. Alors cette habitude que nous avons découverte du voyage de Fontainebleau de la cour à la fin de chaque été et au tout début de l'automne, elle s'est prolongée bien après le règne de Louis XIV, et sous Louis XV, on estime qu'il est grand temps de faire des aménagements, d'agrandir la demeure, et on va le faire au détriment d'un certain nombre des plus beaux fleurons de l'architecture Renaissance de Fontainebleau. Thierry Sarment. Les architectes de Louis XV, les Gabriel, père et fils, avaient un grand dessein pour Fontainebleau. Si on les avait laissés faire, ils auraient détruit à peu près tout ce qui existait et ils en auraient fait une sorte de réplique de Versailles, mais un Versailles mis au goût du jour des années... Ça aurait plutôt ressemblé à un Buckingham. Au goût du jour des années 1730 à 1750. Et fort heureusement, les crédits ont manqué. Donc, ils ont réussi à avoir la tête de la galerie d'Ulysse. C'était une aile importante commencée sous François Ier, qu'ils ont remplacé par ce bâtiment qu'on appelle l'aile Louis XV, qui est destiné à loger les courtisans, ce qui fait que les courtisans étaient très satisfaits de ce chantier. Et puis, ils ont mis à l'angle de la cour de la Fontaine, qui est proche de l'aile Louis XV, un bâtiment qu'on appelle le Gros Pavillon, qui est vraiment une sorte de morceau de Versailles transplanté
au milieu des architectures Renaissance. On ne dira jamais assez ce que notre grand patrimoine doit aux problèmes financiers des règnes de Louis XV et Louis XVI. Hein, si les rois avaient eu plus d'argent, je pense qu'un certain nombre des plus beaux fleurons de l'architecture auraient tout simplement disparu, ils auraient été remplacés. Il y a une figure qu'on ne cite pas assez quand on parle de Fontainebleau et qui pourtant a été très présente. Et depuis quelques années, vous l'avez remise en avant, si je puis dire, Jean-François Hébert, c'est Marie-Antoinette, bien entendu. Oui, elle est présente à Fontainebleau. On n'en a pas forcément effectivement le sentiment. Elle est présente y compris à l'intérieur du château. Quand on parcourt les grands appartements, on peut voir les salons de Marie-Antoinette. On peut voir sa chambre à coucher avec une tenture qui a été commandée pour elle, par elle, et qui malheureusement a été installée pour Joséphine. Et puis le fameux boudoir. Et le fameux boudoir argenté de la reine avec le mobilier de Riesner, qui sont des splendeurs. En nacre, qui est absolument mobilier en tout à nacre fait et en métal. C'est absolument somptueux. Oui, c'était Marie-Antoinette était arrivée là à une sorte de sommet de ce qu'on a pu faire pour elle. Hein. C'était, on peut dire que cet ensemble décoratif est un véritable tour de force. C'est aussi un des témoignages de sa prodigalité et une des sources de l'impopularité croissante dont elle a souffert à l'approche de la Révolution. Merci pour la transition. On nous demandait tout à l'heure s'il y avait eu des dégâts commis à la Révolution. Alors, l'orangerie a brûlé, mais ça, c'est pas la Révolution. La Révolution n'y est pour rien. L'orangerie a brûlé, je crois, en janvier 1789. Et puis, pendant la Révolution, on a mis des prisonniers au château, on a caserné des soldats qui se sont mal comportés comme tout soldat dans et l'on fait caserne. Du château un dépôt central, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a eu cette loi sur les congrégations religieuses qui fait qu'on récupère tous les objets d'art, tout le mobilier qu'on peut de toutes les congrégations. On en fait autant de tous les domiciles des émigrés, c'est-à-dire un grand nombre de princes, de grands aristocrates, etc. Et il faut bien des lieux pour réunir tout ce qui a été récupéré dans toutes ces belles demeures. Et donc, en l'occurrence, c'est le château de Fontainebleau. Et on soupçonne les Bellifontins d'être royalistes, parce que comme dans toutes ces villes où il y avait une résidence royale, on sent qu'il y a une dépendance des habitants. Donc il y a une suspicion. Ils sont conduits à devoir prouver leur zèle révolutionnaire. On installe aussi, et c'est exactement la même chose qu'à Versailles, une école centrale. Oui. En fait, la Révolution, le nouveau régime, à partir de l'été 1792, la toute jeune République, ne sait pas trop quoi faire des dépouilles de la monarchie. Ce sont des demeures trop vastes et trop difficiles à utiliser, en quelque sorte. D'où l'idée d'abattre une partie du château pour tracer des rues et transformer les ailes subsistantes en des édifices publics. Et puis, il y a pour ce qui concerne l'intérieur, parmi les démonstrations de civisme auxquelles Jean-François faisait allusion, il y a notamment un grand brûlement de souvenirs monarchiques qui est organisé. Et malheureusement, dans le nombre des objets qui sont livrés aux flammes, il y a un portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne. Donc c'est un peu regrettable. Oui. Voilà. En 1804, le tout nouvel empereur vient visiter l'école d'artillerie et là, il tombe. Est-ce qu'on peut dire qu'il tombe amoureux de Fontainebleau en quelque sorte ? Oui, on peut dire ça. Peut-être pas tout de suite. En même temps, c'est assez, je veux dire, assez cérébral. Enfin, c'est assez calculé parce qu'on sent bien que Napoléon veut créer une nouvelle dynastie. Il veut se situer dans la continuité des rois de France. Et quand il dit c'est la vraie demeure des rois, c'est la maison des siècles, on sent bien qu'il a envie de se mettre dans cette continuité-là. Oui. Voilà. Et donc, il adopte Fontainebleau pour une raison aussi conjoncturelle qui est d'accueillir le pape, qu'il a convoqué entre guillemets pour venir sacre, assister à son sacre. Il a besoin d'un château pour le loger, et ça c'est Napoléon tout craché, je dirais. Il faut remeubler le château qui est dans un triste état, et alors on décroche les rideaux des Tuileries de Saint-Cloud, on enlève le mobilier des résidences impériales, à la va-vite on fait ce qu'on peut pour meubler le château. Ça c'est une chose importante, mais surtout Napoléon lance à ce moment-là des commandes fastueuses de mobilier des meilleurs ébénistes du temps, et on a cette chance d'avoir encore aujourd'hui au château de Fontainebleau ce mobilier que les successeurs ont respecté. Et oui, il faut préciser la richesse incroyable du mobilier de Fontainebleau, des objets d'art, des tableaux. C'est un château qui est tout sauf vide, évidemment, et c'est peut-être ce qui fait aussi son charme, c'est ce qui plaît aux visiteurs. C'est ce qui plaît aux visiteurs avec l'authenticité. Un certain nombre des épisodes les plus marquants de l'épopée napoléonienne vont avoir désormais pour cadre ce château de Fontainebleau. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
extrait de l'Anacréon de Rameau sur Europe 1, Franck. Oui, on est tout dans l'Anacréon aujourd'hui. C'est tellement beau, Rameau, et puis ça va bien avec cette demeure toute de grâce et de facilité finalement à Fontainebleau, même si, nous l'avons dit, la demeure n'était pas toujours facile à habiter. Napoléon Ier est le premier à s'en rendre compte. Du reste, il va faire un certain nombre d'aménagements, de transformations. Percy et Fontaine, ces architectes, vont évidemment essayer de remettre tout ça le plus possible au goût du jour. Les grands événements du règne de Napoléon Ier à Fontainebleau, c'est d'abord la négociation du divorce avec Joséphine. C'est là que ça se passe, en fait. Alors on est en 1810 et c'est le moment où on annonce à Joséphine qu'elle va être remplacée. Et alors, ça prend une forme peu élégante, c'est que Napoléon fait boucher les accès de son appartement, oui, murer l'accès de son appartement depuis ceux de l'impératrice. Voilà. Et il était habitué à ce qu'elle vienne faire des crises de larmes dans son cabinet, et donc il s'est dit que si elle avait un grand détour à faire, elle aurait peut-être le temps de se ressaisir, alors qu'en sortant directement de chez elle, c'était peut-être plus facile. J'imagine que ça doit être ça le raisonnement. Ce qui reste et ce qui a marqué, alors là on peut dire vraiment les générations, ce sont les célèbres adieux de Fontainebleau. Ça se passe dans la cour devant le grand escalier en fer à cheval. Oui, et qu'on va célébrer l'année prochaine. Ça va être un moment extraordinaire pour Fontainebleau, le 20 avril de 1814, puisque c'est la date. Dans un an. Exactement, de bicentenaire, donc des adieux de Napoléon à la garde, avec le grand escalier, et puis la cour d'honneur, ce discours magnifique, le drapeau, et l'empereur qui s'en va, les larmes aux yeux, dans les berlines des puissances étrangères. Donc c'est quand même un moment très très fort. On peut dire que l'image de Napoléon est restée définitivement accolée à celle du château de Fontainebleau. Quand on vient à Fontainebleau, en tout cas pour une partie non négligeable du public, et je pense notamment aux visiteurs étrangers, c'est d'abord la maison de Napoléon qu'on vient voir. Oui, c'est très vrai. Et ce qui frappe, c'est que alors on a un public qui est très très tourné vers l'étranger, un château qui est mieux connu à l'étranger qu'en France. C'est un énorme paradoxe. 60% de visiteurs étrangers. Et parmi ces visiteurs étrangers, les plus nombreux sont les Chinois, les Russes et les Anglais. Et le point commun de toutes ces nationalités, on le sait, c'est Napoléon. Oui, c'est la fascination pour l'empereur, soit qu'on le connaisse parce que c'est une figure internationalement connue, soit qu'on l'ait battu comme les Russes ou les Anglais. Il est vrai que depuis le début de la Troisième République, et ça a pris une très grande importance dans l'entre-deux-guerres, on a joué sur cette image napoléonienne aussi. Je pense que les différents conservateurs du musée ont voulu faire du château de Fontainebleau la demeure de l'empereur. En particulier dans l'ambiance de renouveau patriotique de la Troisième République. On a beaucoup joué sur la fibre napoléonienne en organisant les premières reconstitutions de défilés, de fêtes impériales, notamment entre les deux guerres. Alors il nous reste très peu de temps pour parler des autres régimes à Fontainebleau. On va passer sur Louis-Philippe, parce que ce n'est pas d'une importance folle. C'est le neveu de Napoléon Ier qui va donner à Fontainebleau ces dernières grandes fêtes, notamment. Il y a des séjours à Fontainebleau, ce ne sont pas tout à fait les séries de Compiègne, c'est moins régulier. Et c'est moins couru, semble-t-il. Jean-François Hébert. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça, en fait, mais ça se passe pas à la même période. Là, on n'est plus dans les séjours d'automne, on est en juin, juillet. On est dans une cour qui met en avant l'agrément, on crée des appartements ou des lieux vers l'étang aux Carpes, on fait de la barque, on est tourné vers le sud. C'est vraiment les vacances. On fait de l'escalade. Oui, c'est beaucoup plus les vacances que du temps de Louis XIV où le Conseil des ministres était présent. On sent que là, on est vraiment dans l'agrément. Et on convie de semaine en semaine, c'est peut-être ça la différence, une intimité des gens qui sont des banquiers, des artistes, des proches du couple impérial à venir se distraire finalement une semaine. Et pour ceux qui sont très appréciés du couple impérial, il y a la possibilité de revenir en une deuxième semaine. Le célèbre tableau de Winterhalter qui représente l'impératrice et ses dames a été peint pour Fontainebleau. Il a été peint pour Fontainebleau, il a longtemps été accroché à Fontainebleau et il est aujourd'hui à Compiègne. Alors on peut dire que cette période du Second Empire clôt en quelque sorte la vie du château, puisqu'à partir de la Troisième République, le château devient un musée en vérité. Il devient un musée tout en restant ce qu'on appelle, sous la Troisième République et encore la Quatrième, un palais national. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques séjours des présidents de la République, notamment Sadi Carnot et Félix Faure. Félix Faure qu'on surnommait le président Soleil. Et puis Fontainebleau sera détrôné par Rambouillet. Et du coup, c'est la fonction de musée qui l'emporte et qui l'emporte encore aujourd'hui.
Et on peut dire un mot d'André Malraux, qui a quand même joué sous le général de Gaulle un rôle assez important. Oui, extraordinaire, parce qu'il était fasciné par Fontainebleau et il y a même conduit le général de Gaulle et il a conduit des grandes campagnes de restauration, notamment dans la galerie François Ier et la salle de bal. Alors, allez à Fontainebleau, vous avez compris qu'un très grand nombre d'émotions vous y attendent. Et quelle que soit la période de l'histoire que vous préférez, vous y trouverez, c'est ça qui est le plus extraordinaire, vous y trouverez vos références. L'exposition Le Roi et l'Artiste, c'est jusqu'au 24 juin, donc au château de Fontainebleau. Je rappelle le livre de Xavier Salmon, Fontainebleau, Le temps des Italiens. Vous pouvez aussi au château d'Écouen, vous pouvez aller donc au Musée national de la Résistance, suivre tout un parcours sur Rousseau, ça s'appelle Rousseau et son influence, et donc c'est fait en parallèle avec l'expo de Fontainebleau, bien entendu. Et puis, je rappelle, de Jean-François Hébert et Thierry Sarment, Fontainebleau, 1000 ans d'histoire de France, c'est édité chez Talandier. Merci beaucoup. Avec vous deux, ce survol a eu l'air d'une petite promenade de santé.